Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler des rumeurs de transfert autour d'Anthony Davis et des équipes intéressées par ses services, mais aussi de la belle histoire des frères Spencer qui s'éclatent dans leurs équipes respectives à Golden State et à Memphis. Pour m'accompagner, c'est Elvis Rocan que je salue immédiatement. Bonjour Elvis. Salut Josh, merci beaucoup pour l'invitation. Yeah, c'est cool de te retrouver dans le podcast, ça fait un moment que tu n'étais pas venu. Oui, mais ça fait plaisir de revenir. Mais ouais, et tu viens nous parler, alors là, toi, tu travailles comme un zinzin, c'est pas possible. Tu viens nous présenter 2 livres. Oui. Tu sors là, alors le 15 octobre, il y a le livre NBA 80 ans, l'histoire définitive qui est sorti. Je crois qu'il y a Marie Patrux qui fait l'intro du... Voilà, c'est ça. Elle nous a fait une super préface là. C'était très sympa d'avoir son triple point de vue d'anciennes joueuses de haut niveau, de fans et de journalistes. Donc vraiment, c'était la préface parfaite pour le sujet, quoi. Voilà, donc là, tu nous fais carrément l'histoire de la NBA. C'est génial pour les gens qui découvrent un peu la NBA ou qui voudraient se rafraîchir un peu la mémoire sur les grandes étapes de l'histoire. Ça permet vraiment de suivre l'évolution et tu vas jusqu'au titre de 2025 avec la victoire du Thunder. Exactement. Tu couvres vraiment l'intégralité de la ligue, quoi. Voilà, c'est vraiment une chronique saison par saison là depuis 1946 avec toutes les grandes évolutions du jeu, des règles, les arrivées des nouvelles franchises, les grandes tendances sportives qui ont secoué la NBA. Et évidemment, il y a plein de petites anecdotes, il y a des stats, il y a des témoignages d'époque et des parallèles tracés avec notre époque moderne pour que ça reste pertinent pour le lecteur de 2025 de comprendre comment ça se jouait avant et puis essayer de répondre au débat, sempiternel débat de qui sont les plus grandes équipes, les plus grands joueurs. Débat qui n'a pas fini de faire parler, quoi. Oui, voilà. Puis enfin, là, on a déjà dit ça dans le podcast, mais c'est un débat qui est impossible à régler quelque part, puisque tout à fait, ouais. Si tu te penches sur l'histoire, tu réalises que le basket a tellement évolué, c'est ce que tu viens de dire. Les règles ont évolué, le basket pratiqué il y a 3-4 décennies n'est plus du tout le même aujourd'hui. Et d'ailleurs, des fois, il y a des trucs de l'époque, moi, que j'aimerais bien revenir. Alors, je suis pas un de ces vieux nostalgiques qui dit le basket, c'était mieux avant, tout ça. Le basket des années 90, c'était très cool. Mais j'adore le basket qui est pratiqué aujourd'hui. Et le basket des années 90 qui était excessivement défensif. Très franchement, il y avait des fois des matchs qui étaient hardcore à regarder. Quand t'avais des matchs à 83-78 à la fin de la rencontre, t'étais là, ok, vas-y, quoi. Ça banannait vraiment dans tous les sens. Moi, le seul truc et je vois beaucoup de débats sur les réseaux sociaux à ce propos, moi, c'est tout ce qui concerne les règles de marché et des fautes qui, parfois, je trouve, qui depuis quelques années, des fois, tu as des fautes où tu te grattes vraiment la tête, tu te dis... Ouais, surtout sur les stars, en fait. Et les marchés et tout ça, c'est vrai qu'il y a des fois où j'aimerais que les arbitres... Parce que il y a clairement une volonté... Enfin, l'arbitrage compte véritablement dans la façon dont le jeu évolue et la façon dont il est pratiqué. Et tant que les arbitres ne sifflent pas certaines fautes, certaines règles, n'imposent pas certaines contraintes, ça se passe pas, quoi. Et des fois, il y a des trucs que je regrette un peu. Des fois, c'est vrai que je suis face à des situations où je me dis c'est un peu n'importe quoi, quand même. Ouais, c'est vrai que je m'en suis rendu compte aussi, tu vois, en faisant mes recherches, en revoyant des grands matchs pour ce livre. Impossible, comme tu l'as dit, de comparer les époques, ne serait-ce que pour les infrastructures, pardon, Mais oui. les façons dont les joueurs voyageaient, les calendriers proposés, c'était une autre vie, quoi. Ouais, donc, complètement. Voilà. Et tu as aussi, donc depuis le 13 novembre, ça fait quasiment un mois, NBA 2026, les 50 stars. Alors c'est chaque année, hein, ça sort. C'est voilà, 6e édition. Voilà, 6e édition. Ouais. Donc avec un portrait des stars du moment. C'est illustré, c'est magnifique, c'est un beau cadeau pour Noël. C'est rempli, il n'y a pas une page blanche, on a mis des belles photos de joueurs en action, et chaque texte, voilà, ça on revient un petit portrait robot de chaque joueur, ce qui fait ses forces, il y a des statistiques avancées pour ceux qui suivent la NBA vraiment à fond, il y a des petites biographies pour les joueurs un petit peu moins connus du grand public, comme Cooper Flag par exemple, et on a 3 joueurs français à l'intérieur, donc voilà, tout ce qu'il faut pour suivre la NBA au quotidien et découvrir les plus grandes stars du moment. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion de lire la précédente édition. Celle-là aussi, je l'ai découvert parce que tu m'as envoyé un fichier. C'est très, très intéressant. C'est toujours agréable. De toute façon, bon, quand t'es fan de NBA, c'est
C'est des livres qui sont toujours extrêmement agréables. Et puis bravo pour le boulot abattu, hein, franchement. Mais merci, c'est un boulot au quotidien comme toi, Bah, voilà, ouais, ouais, comme ouais. n'importe quelle journée NBA, toujours des petites anecdotes à récupérer, même c'est vrai que la saison est très très longue, plus les playoffs, mais il y a toujours une petite quelque chose d'intéressant, une petite citation, une petite stat qui fait ressortir vraiment l'essence d'un joueur, d'une star, quoi. Et c'est ce que je m'attache à rattraper dans ce livre, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qui fait que ce joueur se retrouve dans cette sélection. Ouais, complètement. Et j'invite d'ailleurs les auditeurs à te suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où tu rends compte, parce que tu fais des tournées de dédicaces en ce moment-là. Ça continue Je ou suis en pas? dédicace, ouais, ça continue. Là, la semaine dernière, j'étais à Poitiers, donc ce week-end, je serai au Mans, au Cultura du Mans. D'accord. Et le 20 décembre, je serai au Salon du Livre de Sport à Tours, hein, première édition de Salon Culture Sport sur le livre de sport. Mais c'est trop bien. Trop Voilà. bien. Ben voilà, s'il y a des auditeurs qui sont dans les parages, allez faire dédicacer votre bouquin auprès d'Elvis, qui sera présent et qui sera ravi, je pense, de vous dédicacer ce livre. Elvis, on va passer à l'actualité, si tu veux bien. Il y a deux points d'actualité que j'ai soulignés pour ce podcast. Le premier concerne Chris Paul, dont on a parlé dans un épisode précédent, après avoir été écarté, enfin coupé par les Clippers. Il a assuré n'avoir aucune animosité vis-à-vis de la franchise. Il attend avec impatience de pouvoir jouer dans une autre équipe, c'est ce qu'il a dit. Il a dit être en paix avec tout ce qui s'est passé, qu'il profite d'être en famille en attendant la date du 15 décembre où les joueurs signés cet été vont pouvoir être transférés. C'est un peu chaque année le début officiel de la période des transferts. Euh, Elvis, qu'est-ce que tu as pensé de cette situation de Chris Paul et est-ce que tu as une préférence est-ce que tu as une franchise où tu aimerais le voir tomber de préférence éventuellement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Ouais, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu, comme tous les fans de NBA, que cette histoire entre Chris Paul et les Clippers se termine ainsi, parce que je pense que ça va être fini pour le coup entre les deux. On sait qu'il était toujours été très vocal, qu'il a toujours été très honnête. A priori, c'est pas bien passé dans le vestiaire, notamment auprès des stars, mais pour le coup, je pense qu'il y a un grand nombre de franchises qui seraient prêtes à récupérer cette honnêteté, cette franchise, cette bousculade que peut apporter Chris Paul dans un roster qui est peut-être pas super motivé. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui seraient prêtes, même au salaire minimum Mmh. vétéran, à le signer pour secouer un petit peu le cocotier, quoi. Il y a des équipes comme Toilette, comme les Pelicans, les Kings, par exemple, qui pourraient tout à fait avoir besoin de ces services dans le vestiaire, en tout cas, si ce n'est sur le terrain. Euh, pour le coup, est-ce que Chris Paul va vouloir finir sa carrière dans une écurie de milieu de tableau, voire de Ouais. troisième tiers? C'est moins sûr. Pour le coup, je pense qu'il va partir en beauté. Je pense pas qu'il va pouvoir rejoindre un contender au titre. Ça va être compliqué. Ce sont des équipes qui sont sur des bonnes dynamiques, à l'ouest comme à l'est, qui ne vont pas vouloir peut-être mettre en péril l'équilibre qu'ils ont réussi à atteindre aussi vite. Donc moi, je vois plutôt des équipes de milieu, voire fin de tableau, proposer à Chris Paul de partir avec honneur, en tout cas. Ouais, j'ai l'impression que la situation géographique va également être quelque chose d'assez important pour lui. Comme il l'a répété, était aussi rentré à Los Angeles pour pouvoir être proche de ses enfants qui sont adolescents ou qui rentrent dans l'adolescence. Et il a expliqué que c'était très important pour lui parce que ces dernières saisons, il s'est un peu trimballé à travers la ligue. Pour revenir un peu sur les Clippers, ça me fait rire parce qu'on est retombé sur des vidéos, notamment des Spurs quand il a fini sa saison aux Spurs l'année dernière, et on voit bien voilà que cette équipe ça s'est très très bien passé, qu'ils avaient apprécié justement son côté grande gueule. Lui-même reconnaissait que des fois il n'était pas le plus facile comme coéquipier et comme collègue de travail, mais qu'il avait été agréablement surpris par la façon dont la franchise des Spurs l'avait accueilli et l'avait intégré dans ce collectif. On peut aussi citer son passage à OKC, qui a été où Sam Presti et d'autres joueurs, notamment Shai Mhm. Gilgeous-Alexander, ont toujours rendu hommage à Chris Paul, ont toujours salué les leçons qu'il a données lors de son passage dans la franchise. Donc voilà, et ça me fait rire que ce soit une équipe de vétérans comme les Clippers, surtout une équipe qu'il a aidé à mettre sur le devant de la scène, qui lui fait ce coup-là, quoi. Je trouve que c'est vraiment assez ironique en fait. Ouais, et alors après, c'est vrai qu'il y a peut-être de plus fort caractère au sein des Clippers. Leonard,
James Harden. Bon, c'est peut-être pas les, Ouais. sont peut-être pas les derniers à encaisser les engueulades de Chris Paul Moi, je trouve que les Clippers, sans broncher, ouais, quoi. moi, je trouve que les Clippers crèvent de leur politique de favoritisme à l'égard de certaines de leurs stars et Kawhi en premier lieu, quoi. Euh, Mm. on a eu quand même beaucoup d'échos ces dernières saisons du fait que, notamment de vétérans qui sont passés dans cette franchise, qui expliquent qu'il y a une différence de traitement pour les superstars, contrairement à ce qui est réservé pour les autres joueurs. Alors, c'est pas complètement anormal et c'est pas la seule franchise, je pense, où ça se passe comme ça. Mais effectivement, après, quand t'as, ouais, je sais pas, ça a l'air quand même d'être mauvais, il y a une mauvaise gestion pour moi humaine, professionnelle et sportive dans cette franchise, quoi. Je vois pas comment on Oui, peut justifier le contraire ou expliquer le contraire. et surtout que cette attitude envers les superstars de laisser aller un petit peu, mais ne se retranscrit pas par des résultats En plus, sportifs. ouais, Si encore les tout à Clippers fait. étaient dans le positif, on aurait pu dire bon, mais Chris Paul, voilà, il court-circuite cette ambiance avec son statut, avec sa manière de parler à tout le monde, que ce soit des vétérans ou des rookies. Pour le coup, c'est pas le cas parce que cette année, les Clippers sont dans le dur. Donc, ça aurait pu être bénéfique. Au contraire, je vois mal comment l'attitude d'un vétéran respecté comme lui, qui a fait ses preuves dans d'autres franchises depuis son premier départ des Clippers, comment cette attitude pourrait avoir un effet négatif sur une équipe qui perd déjà. Je pense pas que ce soit ça qui ait fait plonger les Mm. Clippers encore plus dans ce marasme. Donc effectivement, l'attitude de la Ouais, direction des Clippers, c'est pas très compréhensible. Et en plus, ça tirait les foudres des fans. ouais. Il y a le All-Star Game qui arrive bientôt, qui va être joué à l'Intuit Dome. T'as l'équipe qui est dans le dur, et du coup, en plus, avec cette décision qui est absolument pas populaire auprès des fans, on sait, avec le transfert de Luka Doncic, comment les fans peuvent percevoir une décision de la franchise sur un joueur aimé des fans. Donc là, c'est un aspect encore supplémentaire qui se rajoute, cette colère des fans des Clippers. Donc, il n'y a pas grand chose de compréhensible là-dedans. Ce qui est assez risible, c'est que c'était peut-être le seul point positif de leur saison, Oui, de rendre hommage exactement. à une de leurs, enfin, à la plus grande gloire qui est porter le maillot des Clippers. Et même ça, ils arrivent à le foirer, quoi. C'est quand même fabuleux, quoi. C'est terrible, c'est terrible. Ouais, C'est quand même fabuleux. c'est la poisse légendaire des Des Clippers, Clippers, ouais, l'équipe chat noir par euh, excellence qui, ouais, des Braves avant eux. Enfin ouais, voilà, voilà. c'est quelque chose historiquement C'est voilà un qui cimetière arrive. indien, cette équipe. C'est- Rich Paul est passé dans le podcast de Max Kellerman, ancien commentateur sur ESPN, pour expliquer, pour confirmer, selon lui, que LeBron James devrait rester aux Lakers cette saison. Il a également déclaré que l'effectif actuel n'était pas, enfin que leur style de jeu et l'effectif tel qu'il est construit n'était pas bâti pour aller, même pas en finale de conférence, selon lui. Euh, voilà, c'est trop facile de défendre leur style de jeu. C'est ce qu'il a dit. Il a également indiqué avoir en parlant d'Austin Reeves, ah tiens, pourquoi il ne serait pas un peu le Manu Ginobili, grosso modo, pourquoi il serait pas sur le banc et qu'il lâcherait pas le ballon à LeBron James et qui doit déjà partager avec Luka Doncic. Alors, j'ai envoyé un message à Charlie. D'ailleurs, Charlie, je te salue, il est malade et on lui souhaite un prompt rétablissement. Il me dit il n'a pas avoir été dérangé plus que ça par les propos de Rich Paul, que les Lakers restent maîtres de la situation quoi qu'il arrive. Il a raison, hein, il y a qu'un an de contrat pour LeBron James et à la fin de l'année, à la fin de la saison, il sera expiré, donc les Lakers pourront faire ce qu'ils veulent. Et que pour lui, c'est un peu une tentative désespérée pour essayer de reprendre la main de la part de son agent. Je sais pas ce que tu en penses de ça. Moi, j'ai trouvé, à chaque fois que Rich Paul s'exprime dans un podcast, je trouve ça toujours un peu fascinant de voir comment il présente les informations. Alors, il y a plein de choses qu'il dit qui sont tout à fait vraies, mais il y a toujours une manière de les présenter. Il est très doué, hein. Il est extrêmement doué dans sa façon de présenter les Oui, choses. ça fait partie de son boulot aussi. Ah Voilà, ouais, complètement, complètement. agent sportif, il Tout est à fait. l'agent d'Anthony Davis et Brand James, entre autres. Est-ce que c'est pas aussi pour détourner l'attention sur peut-être pour mes poissons en disant oh, je suis pas si bon que ça, alors il y a quand même un trio de superstars à la tête des Lakers. Est-ce que c'est pas un petit peu d'intox comme tu le dis pour un petit peu endormir la concurrence
sachant que les Lakers font quand même un très bon début de saison. Voilà, ils sont Oui, c'est une façon aussi de dire. Enfin, je trouve ça assez culotté de vouloir insinuer que, grosso modo, le boulot du front office est pas à la hauteur Alors, il y a un petit, de ce que devraient être les ambitions alors, des Lakers. il Enfin, y je a, trouve il y ça a un un, peu, si, ouais, ça, il y a un petit, poussif, quoi. ouais, c'est vrai, parce que bon, après, si son joueur avait pas pris autant de salaire, peut-être, que Oui, s'il avait renégocié son salaire, Eh, et c'est très simple. Si cet été, il avait renégocié son salaire différemment, s'il avait restructuré ce salaire et qu'il avait fait comme d'autres stars, comme d'autres superstars avant lui, s'il avait restructuré de manière à coûter moins cher, de façon à ce que le recrutement soit plus voilà. pertinent. Et ben là, potentiellement, ils auraient été un peu plus convaincants. Exactement. Surtout que Il a là, quand même un rôle non négligeable dans l'histoire, le garçon. Enfin, je veux dire, c'est fou cette histoire. c'est clair que s'il avait pris même une ristourne sur, allez, sur ces 2 dernières années, les Lakers auraient eu un banc un peu plus conséquent. À l'heure actuelle, les Lakers sont je crois que c'est le banc le moins prolifique de la ligue. En tout cas, ils sont Mmh. entre le 26e, 30e banc de la ligue. Donc, si LeBron James effectivement aurait étalé son salaire même sur 10, 15, 20 ans, c'est tout à fait faisable. Hein. Magic Johnson avait fait ça, était payé par les Lakers à l'époque jusqu'en 2003 ou 4. Donc il aurait effectivement été un peu plus crédible sur ça. Après, quitte à dire que les Lakers sont pas encore bâtis pour aller au moins en finale de conférence, je pense à un petit peu d'intox quand même. Ils sont là avec les Rockets, avec les Nuggets, candidats aux finales de conférence. Pour moi, hein. Hmm. En fait, quand il dit l'équipe est un peu trop facile à défendre, et qu'il parle d'Austin Reeves, il y a forcément, on a un écho de la confrontation face aux Timberwolves en playoff l'an dernier, où clairement Austin Reeves avait été très embêté par la défense des Wolves, notamment la longueur défensive des Wolves, Jaden McDaniels, Edwards, tout ça, il avait été très gêné par leur défense. Et j'ai l'impression que ce qu'il disait en sous-texte, c'était Austin Reeves, ok, il fait une super saison, mais en playoff, c'est pas ça qu'il faut et qu'il y aura probablement des défenses qui vont savoir comment gérer Austin Reeves. Alors que le gars est en train de faire la meilleure saison de sa carrière. Il est avec Doncic, un des éléments clés du départ excellent des Lakers cette saison. Il a même porté l'équipe euh, à la victoire sans Doncic et sans Et LeBron sans James LeBron James. sur le terrain. Enfin, je veux dire, il y a un moment où, je sais pas. Alors, il faut pas. Je pense il faut pas voir. J'ai peut-être tendance à vouloir voir le mal, voir le mal partout le concernant, mais je pense pas qu'il faille voir ça comme une critique à proprement parler d'Austin Reeves. Mais bon, c'est quand même étrange, je trouve, comme sortie. Et puis j'ai envie de dire également, pour terminer sur ce sujet, que aujourd'hui, quand tu vois OKC, euh, c'est quand même très compliqué dans la conférence Ouest de se dire bon allez, on va faire all-in et on va essayer d'aller contrarier ces gens-là, quoi. Ouais, c'est Je veux clair. dire, c'est quand même chaud, quoi. Ouais, c'est clair Faut avoir des que. ambitions dans la vie, hein, mais Alors, bon. c'est clair que s'il avait dit comparé au Thunder, oui, c'est clair pour moi, ils sont beaucoup trop courts, hein, niveau banc, niveau. Mais tout le monde est trop court face Ouais. aux Thunder Ouais, actuellement. ouais, ouais, c'est vrai, mais eux plus encore que d'autres, je trouve. Hein. Ah oui, Pour le oui. coup, et on sait aussi que James et Doncic sont pas sujets aux blessures, mais LeBron James a 41 ans, Doncic lui il est régulièrement blessé. Si l'un de ces deux éléments du trio est pas en forme en fin de saison, c'est clair qu'il n'y a pas de finale de conférence. Il faut que tout le monde soit à fond en forme pour espérer aller dans le dernier Tout à carré. fait, ouais. Et puis il y a un problème de profondeur de banc, ça on le savait depuis le départ concernant les Lakers. Et c'est pour ça que tout le monde attendait à ce que potentiellement LeBron, Hmm. pour moi, s'il avait été sérieux sur le fait d'être un vrai contender, aurait potentiellement consenti à une ristourne financière. Ristourne ou étaler un salaire voilà sur 5, 10 ans. Voilà. Mais bon. Mais ouais, c'est peut-être aussi de son côté le fait de pas vouloir trop céder en disant voilà je suis encore un top player, je vais te payer maintenant pour ce que je vaux maintenant et pas montrer que je mets ma fin de carrière au rabais. Quoi. Oui, je comprends tout à fait. Après, son impact, si tu regardes les stats avancées, son impact depuis quelque temps maintenant est négatif. Donc,
Oui, il vieillit voilà, enfin. bah non, mais en Il fait, fait son âge. il fait des stats, LeBron, mais son impact sur le collectif, sur la performance collective de l'équipe, ne se traduit pas forcément en positif quand il est sur le terrain. Ça, j'invente rien pour le coup. Mais bon. Ainsi va la vie. On va parler de son ancien coéquipier, si tu veux bien, Anthony Davis, qui, après s'être retrouvé au cœur du transfert le plus incroyablement stupide et incompréhensible de l'histoire en février dernier, est désormais dans les rumeurs de transfert depuis plusieurs semaines. Son agent Rich Paul, dont on vient de parler, aurait demandé au front office de Dallas des clarifications le concernant. Souhaite-t-il le prolonger au-delà de son contrat ? Il a quasi 58,5 millions de dollars la saison prochaine, plus une option joueur à quasiment 62,8 millions pour la suivante. Il aura 34 ans. Il est également éligible le 6 août prochain à une prolongation de 4 ans pour 275 milliards d'extensions max, ce qui pourrait lui donner un salaire final à 37 ans de 76 millions de dollars. Ça fait beaucoup d'argent. Ou à contrario, est-ce qu'il ne préférerait pas le transférer ? C'est la question qu'a posée Rich Paul, donc à Dallas. On pourrait croire que le marché des transferts est assez faible pour un joueur qui aura 33 ans en mars prochain, qui est très talentueux certes, mais qui est constamment blessé. Certaines équipes seraient toutefois prêtes à tenter l'expérience. Selon un dernier rapport d'ESPN, on a les Raptors, les Hawks et les Pistons qui sont cités. Elvis, je voulais qu'on parle un petit peu de chacune de ces équipes et de la pertinence pour elles de faire venir un joueur comme Anthony Davis dans leur effectif. À la fin, je te proposerai ce qui pour moi est potentiellement la meilleure destination possible pour lui. Mais pour commencer, j'aimerais que tu me dises ce que tu penses de Anthony Davis d'un point de vue général à l'instant T. Et après, on passera en revue les différents scénarios. Bah, pour moi, Anthony Davis peut encore rendre de très très bons services à une franchise. Cette saison, il est encore en double-double, 19,6 points, 10,2 rebonds. Il rajoute 1,6 contre. Donc, c'est encore très très solide quand c'est en forme. Mais ça, on le dit depuis le début de sa carrière, quasiment. Pour le coup, je pense que oui, il y a pas mal d'équipes en plus de celles qui sont évoquées. Bon, on en parlera dans un second temps. Tu me donneras tes équipes. Ouais, je suis curieux de voir si on tombe sur la même chose. Parmi les trois qui sont cités, pour moi, la moins pertinente, c'était par ESPN, c'est Détroit. Vas-y, on commence par Détroit, vas-y. Allez, moi, je trouve que c'est la moins pertinente. Première équipe à l'Est, ils sont la 8e attaque, la 6e défense. Ils sont déjà 2e au contre et 2e au rebond par match. Je vois pas ce qu'il va pour leur apporter en plus. À 1 mètre du cercle, là, ils sont la 3e meilleure défense de la ligue. Qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter en plus ? On a un très bon secteur intérieur, Jalen Duren, Isaiah Stewart, Paul Reed. Ces trois-là se complètent bien. Pour moi, Détroit, alors effectivement, on va pas dire qu'il va faire baisser le niveau de Détroit. Ça va être une arme offensive supplémentaire en vue des playoffs. Mais pour moi, ils sont déjà peut-être même la meilleure équipe de l'Est à l'intérieur. Donc, pour moi, Détroit, je trouve ça pas pertinent. Alors, la seule chose où c'est pertinent, c'est qu'ils sont une des plus petites masses salariales de l'NBA actuellement. Donc, ils pourraient absorber son salaire ils vont dépasser la luxury tax. Ils seront même au-dessus du deuxième apron. Tu sais, c'est palier. Les paliers de la nouvelle convention collective. Mais en étant premier, en étant top 10 attaque, défense, contre rebond, pourquoi se mettre dans le rouge pour une demi-saison d'un joueur qui va pas faire tous les matchs? Donc pour moi, c'est le moins pertinent, ce serait sur cette équipe. Je sais pas ce que t'en penses, toi, sur la pertinence de l'intégration d'Anthony Davis à Détroit. Je pense que les auditeurs savent déjà ce que je vais dire. C'est que Détroit est en tête de la conférence Est. Ça joue magnifiquement bien. Il y a une vraie identité collective qui est en train de se créer. Et voilà, et je pense que leur parcours actuel est venu confirmer cette montée en puissance qu'on constate depuis quelques années maintenant, au moins depuis la saison dernière, alors qu'ils ont vécu aussi tous ensemble des périodes de galère. Et c'est important, je trouve, ce passé commun, d'avoir transpiré, d'avoir été humilié, et aujourd'hui de relever la tête, de relever le menton. Et je trouve ça extrêmement important. Et effectivement, moi, faire venir Anthony Davis dans cet effectif n'a aucun sens, parce qu'il ne règle pas leur problème majeur, qui est un problème d'adresse à 3 points.
Ça obligerait la franchise à accélérer la timeline de sa construction, alors qu'ils n'ont pas du tout la nécessité de le faire. C'est-à-dire que c'est comme pour Dallas, et pourquoi on trouvait ça stupide, c'est que Détroit est une équipe qui est en train de se construire, qui est en train de monter en puissance. Là, c'est en train de prendre forme. Ils n'ont aucune raison de précipiter ce mouvement-là. Pourquoi se précipiter maintenant? Alors on pourrait dire, ouais, mais la conférence Est, c'est maintenant ou jamais. Rendez-vous compte. Je suis pas d'accord avec ça. Je vous oubliez que à l'Ouest, il y a le Thunder et que potentiellement, si tu arrives en finale, tu vas te faire démembrer par OKC. Donc, Oui, puis là, ils sont sans lui, ils sont comme je dis, ils sont premiers à l'Est, deuxième au contre et deuxième au rebond. Mais il y a aucune, il y a aucune utilité. Et le deal, alors. L'autre argument, ça a été de dire, ah oui, mais tu n'as pas, si tu es Détroit, tu n'as pas à te séparer de tes meilleurs joueurs. Grosso modo, le deal, ça ressemblerait à un truc comme Tobias Harris, Isaiah Stewart, Marcus Sasser et des pics de draft. Mais dans l'histoire, tu perds des pics de draft. Comme tu viens de le dire, en plus, d'un point de vue financier, tu te retrouves dans la catastrophe du deuxième palier, ce qui te bloque absolument de partout pour faire n'importe quel mouvement. Donc non seulement tu n'as plus des pics intéressants, tu es bloqué financièrement, tu ne peux quasiment plus rien faire, et tu récupères un joueur où, aussi formidable soit-il quand il joue, a quand même un risque de ne pas jouer, de se blesser et d'être absent qui est extrêmement grand. Et pour moi, c'est impossible en fait d'imaginer ça pour Détroit. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et il y a un autre facteur aussi qu'il faut psychologique, je pense, à prendre en compte. C'est vrai que ça va se faire la deuxième fois dans sa carrière qu'Anthony Davis c'est une sorte de monnaie d'échange finalement. Il a été pour Doncic. Quand il est arrivé de Nouvelle-Orléans aux Lakers, c'était lui la pièce maîtresse de cet échange. C'était le premier prix de l'échange. Ce qui a changé dans le transfert avec les Lakers, c'est c'était pas lui le plus grand nom du transfert, c'était Luka Doncic dont tout le monde parlait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde disait, ah mais rendez-vous compte, on manque de respect à Anthony Davis, alors que pas du tout. Et les gens rappelaient juste les faits, c'est-à-dire qu'il est blessé tout le temps. Et la preuve en est, c'est qu'il a à peine commencé à jouer à Dallas qu'il s'est blessé. Donc et là, il se retrouverait une deuxième fois en moins de 2 ans, dans la même position, d'être envoyé dans une équipe qu'il va pas choisir. Et ce qui va arriver motivé, il va arriver dans un effectif qui sera, si c'est Détroit, qui sera déjà bien rodé, qui a un vécu ensemble. Je pense qu'il va peut-être, ça va être compliqué de le faire tenir en motivé jusqu'à la fin de saison. J'espère vraiment pour les fans des Pistons que jamais. Pour moi, l'argument du fait que ça ne colle pas à Cade Cunningham et Jalen Duren. En plus, il va probablement prendre de l'espace parce que Anthony Davis il joue beaucoup à l'intérieur et à mi-distance, donc ça va enlever de l'espace à Jalen Duren. Ce n'est pas du tout souhaitable. Souhaitable. Il va gober des ballons. On va être obligé de lui filer des balles. Enfin, je sais pas, c'est n'importe quoi. On peut passer directement à l'autre équipe qui, pour moi, est dans le même cas de figure. C'est les Hawks, qui, soi-disant, donc sont intrigués par Anthony Davis, mais ne souhaitent pas éclure Trae Young parce qu'ils ont envie de voir le meneur de jeu revenir dans l'effectif qui réalise un très bon début de saison depuis l'entame. Donc le transfert impliquerait Kristaps Porzingis, qui est un contrat expirant, et quand on en avait parlé avec Charlie d'Atlanta, j'avais dit que Porzingis, avec son contrat, justement, c'était une bonne monnaie d'échange. De toute façon, il ne sert qu'à ça, Porzingis. Ils ont récupéré ce contrat, c'était soit pour l'inclure dans un transfert, soit pour les libérer de l'espace quand il sera expiré à la fin de la saison. Mais il y a aussi Nickel Alexander-Walker qu'il faudra mettre dans l'histoire, qui réalise actuellement sa meilleure saison en carrière, qui forme avec Dyson Daniels une ligne arrière défensive qui est largement une des raisons pour lesquelles Atlanta fait une si belle saison. Et en plus, tu auras des pics de draft, sachant que le pic de 2026 des Pelicans qu'ils ont récupéré, c'est peut-être le pic le plus convoité de la NBA actuellement. Donc pareil, j'ai envie de te dire que pour moi, c'est la même chose. Ça serait une extraordinaire mauvaise idée de la part d'Atlanta de construire de sacrifier leur avenir et des pics de draft. Tu ne fais ça que si tu récupères Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Wembanyama, Luka Doncic peut-être. Voilà, ou un joueur jeune qui ne se blesse pas. Un truc comme ça. Mais certainement pas pour Anthony Davis, qui ne correspond à rien du tout concernant tes joueurs majeurs que sont de prime abord Jalen Johnson, Okongwu, Rizaché,
il n'est pas du tout dans la même chronologie que ces gars-là. Mm. Pourquoi t'irais t'embêter avec Anthony Davis? Je comprends pas. Ouais, je suis d'accord avec toi dans le deuxième moins bon fit sur ces trois équipes-là. Il est fragile en plus comme Porzingis finalement, donc tu vas Porzingis lui remplacer. je pense que Porzingis lui, et pour le coup, le double bien là-dessus. Je Oui, mettrais Porzingis en numéro 1 du MVP de l'infirmerie, derrière Anthony Davis. Mais en vérité, le plus fort de tous, c'est Zion Williamson. C'est lui le MVP oui. depuis 4-5 ans maintenant. C'est clair. Alors après, voilà, tu vas avoir une équipe d'Atlanta là, qui est allez, 25 à 24, 25 ans, qui a des joueurs qui sont en train de prendre de plus en plus de place. Donc, tu as dit Okongwu, là, qui est, on a 16 points de moyenne, 7 rebonds. Tu as du Nickel Alexander Walker qui a 20 points de moyenne. Bah, Jalen Johnson, qui est clairement le franchise player en l'absence de Trae Young, et voire même qui va peut-être le rester à son retour. Moi, je pense qu'il est le franchise player, Ouais. un point, c'est tout. Trae Young, enfin, moi, je l'ai dit et je le répète encore et encore et encore, il faut qu'Atlanta se Mm. sépare de Trae Young. Je sais très bien, je vois bien sur les réseaux que les fans d'Atlanta, les fans hardcore d'Atlanta, qui ont raison, ils sont attachés à Trae Young parce qu'il les a emmenés en finale de conférence en 2021, et je le conçois totalement, et je sais que c'est un déchirement, et que ça sera un déchirement si un jour il part d'Atlanta. Mais je pense véritablement que pour l'avenir de cette franchise, c'est la première fois qu'ils sont dans le top 10 défensif depuis que Trae Young est arrivé à Atlanta. La dernière Mm. fois qu'ils étaient dans le top 10 défensif, c'était en 2017, je crois. Donc il y a un moment où tu peux pas continuer avec Trae Young. Trae Young, malheureusement, défensivement, il te Oui, coule. c'est clair. Donc Et on peut avoir d'autres joueurs qui prennent le relais à la main oui. sans trop payer ça. Même tu as des gars comme Jalen Johnson qui peuvent créer tout seuls, qui n'ont pas forcément besoin d'un Trae Young en fait pour briller quoi. Surtout que dans la prochaine draft, avec leur pick de la Nouvelle-Orléans, là, dans la prochaine draft, ils ont un gars qui est tout à fait je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un prospect meneur défensif qui mesure 1,98 m, un truc comme ça. Je vais retrouver le nom, mais Mais voilà. ouais, et donc comme pour Détroit, ça pourrait brider, je trouve l'expansion voilà du secteur intérieur d'Atlanta. Donc même ils sont pas très bien placés au rebond, 25e au rebond, ils sont quand même là au milieu de tableau et dans le classement et en attaque. Donc encore une fois pour moi Anthony Davis n'a pas un jeu qui est adapté au jeu actuel d'Atlanta non plus. Euh, donc, euh, Complètement. donc pour le coup un deuxième mauvais choix, mais je pense que c'est aussi peut-être pour faire parler un peu remontrer la valeur sur le marché de Trae Young, peut-être aussi, tu vois, un All-Star Ouais, contre bah un autre peut-être. All-Star, voilà, bon. Mais en fait, ils ne seraient pas échangés l'un contre l'autre. Ce serait Porzingis et Alexander Walker. Et apparemment, Trae Young ne serait pas Mm, envisagé par le front office des Hawks comme étant une monnaie d'échange dans cette mm, histoire, quoi. Donc, je trouve ça vraiment étrange. Et encore une fois, Anthony Davis coûte tellement oui, cher que financièrement parlant, si tu dois en plus filer des pics, non seulement financièrement parlant, ça te plombe, mais en plus tu perds des pics de oui, draft. Et je veux dire, ça n'a aucun sens pour un joueur comme ça si t'es Atlanta. Ce n'est pas du tout ce moment-là ils sont pas à ce moment-là de leur histoire et de leur évolution à oui, Atlanta. Si tu pars de principe que il est temps pour Atlanta d'entamer une nouvelle ère, et Dieu sait qu'elle est le fait qu'ils aient Jalen Johnson dans cette équipe, n'importe quel fan d'Atlanta devrait sauter au mais plafond à toutes les raisons de se réjouir mm, d'avoir ce gars-là. Et le gars dont je parlais, c'est Derrin d'accord. Peterson, qui est un freshman à Kansas, qui est un meneur défensif. Et je pense que s'ils chopent ce gars-là à la prochaine draft, Il- mais ils sont trop bien partis, les ouais, Hawks. C'est ça ce vers quoi ils doivent tendre, je oui, pense. Pas et tu autre as un gars comme chose. Dyson Daniels aussi qui est là pour sa défense, qui peut scorer. Euh, Il a t'as 22 du ans, Dyson Rizaché Daniels, qui est un peu plus. solide encore dans sa deuxième saison, peut-être un petit peu plus en retrait, mais qui apporte ses 10-15 points par soir. Euh, donc effectivement, insérer un vétéran comme Anthony Davis, tout soit puissant qu'il soit à l'intérieur, pour moi, va enrayer encore aussi la machine de ce côté-là. Ouais. Ouais, non, j'espère vraiment, très sincèrement. Et si Dallas ou Détroit fait ça, Dallas, si Atlanta ou Détroit fait un deal avec Dallas, je vais câbler. Je vais grave péter un câble. Ça va m'énerver Alors, beaucoup. c'est rigolo, c'est que c'est les trois équipes de l'Est quand même qui sont intéressées par Anthony Davis. Hein, quand on y Ah pense. ouais.
Ouais, mais ça m'étonne pas. Et pourquoi les Lakers, ils essaieraient pas de récupérer Anthony Ah ben Davis alors eux, niveau... contre Austin Ouais, Reeves? T'imagines le truc? Ça serait absolument ouais, risible. c'est clair. Ça ferait très rire. Parlons de Toronto. Peut-être l'équipe parmi les trois qui étaient citées qui fait le plus de sens à mes yeux. Dans les trois cités, hein, on a encore la partie où on va parler des Ouais. équipes qui sont peut-être les mieux, seraient les plus pertinentes pour faire ce transfert. Voilà. Alors, le transfert, si les Raptors voulaient faire ça, il y aurait soit R.J. Barrett, soit Emmanuel Quickley, il y aurait Jacob Poeltl et des pics de draft. Voilà, donc Anthony Davis, tu le ramènes à Toronto, forcément, tu te retrouves avec un 5 majeur absolument massif avec Brandon Ingram et Scotty Barnes. Mais là encore, tu as un problème de spacing qui est quand même qui se pose sérieusement. Ingram et Davis sont deux joueurs qui sont adeptes du jeu à mi-distance. L'adresse à 3 points de Scotty Barnes s'est améliorée, mais pas au point où il n'y aura pas ces problèmes d'espace sur le terrain. Pour le coup, les Raptors, ça peut éventuellement leur permettre d'assurer cette place dans le top 5 de la conférence Est et d'être un peu compétitif, voire de vraiment poser des problèmes à certaines équipes. Est-ce que ça vaut le coup de perdre des pics de draft dans l'opération? Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier son salary cap pour ça? J'en sais trop rien. Je t'avoue que de toute façon, le plan des Raptors, moi, c'est assez fou la saison de début de saison qu'ils font. Hein. Ils sont vraiment très très étonnants. Mais pour l'instant, le projet des Raptors, pour moi, est assez flou. Et si Anthony Davis se pointait là-bas, ça serait encore plus flou, je t'avoue. Je suis peut-être pas si catégorique. Je dirais que de toute façon, en discutant, là, on a l'impression qu'Anthony Davis, il n'y a aucun bon fit. Hein. Mais si, il on va y, le y dire en a, après, on va le mais dire. c'est vrai que dans ces trois équipes qui ont été sorties, si c'est avéré, pour moi, c'est vrai que sur les trois qu'on a cités, Toronto, pour le coup, serait le plus pertinent des trois. Des Ouais. trois, tout à fait, je suis d'accord. Ils sont pauvres à l'intérieur. Donc tu dis Jacob Poeltl, il est à 10,8 rebonds. Il y a Mumukelashvili qui est pas non plus exceptionnel. Voilà, 9,4 rebonds. Les Raptors, là, ils sont 23e au rebond, 23e au contre. Donc là, l'apport d'Anthony Davis pourrait être immédiat, enfin en tout cas visible, tu vois, sur la feuille de stats. Après, comme tu l'as dit, il va y avoir embouteillage sur l'aile à l'intérieur entre lui et Ingram. Mais pour le coup, je trouve que peut-être même sur du court terme, tu vois, même jusqu'à la fin de la saison, pourrait leur permettre effectivement de solidifier une place directe en play-off, tu vois, peut-être éviter le play-in euh, avec son arrivée à l'intérieur, quoi. Moi, je vois un bon fit aussi avec Scotty Barnes, qui lui permettrait peut-être de jouer un petit peu moins à l'intérieur, tu vois. Donc Ouais. pour le coup, moi ça me plaît plus, tu vois. Déjà, je vois ça plus logique. Et effectivement, il le récupérait pour rien. Quand tu vois Poeltl, tu vois quelques tours de draft. Je sais plus le dernier joueur que tu as cité, mais c'était R.J. Barrett, voilà, qui est blessé en plus en ce moment. Donc Ça sera soit Barrett, soit Quickly. ouais. C'est pas, ça sera pas les deux en même temps. Je crois qu'en termes de salaire, ça suffit comme ça. Après, la défense des Raptors, c'est déjà, même c'est vrai qu'ils sont très très bas au niveau des rebonds et contre par match. Leur défense, ils sont top 10 NBA, ils sont à 113 points encaissés par match pour une moyenne à 116. Donc c'est pas catastrophique non plus. Mais pour le coup, ça pourrait leur permettre de tenir face à d'autres secteurs intérieurs à l'est. Que ça soit les Pistons ou les Knicks par exemple, ou le Miami. Là, le Toronto aura peut-être plus d'armes à l'intérieur, aura peut-être un peu plus de gras quoi pour affronter ces autres secteurs intérieurs en post-season. Hmm. Ouais, tout à fait. Ouais. Je te sens pas convaincu. Hein. Non, mais je vois pas pourquoi, je vois pas pourquoi les Raptors iraient. Encore une fois, pourquoi une équipe comme Et les pour Raptors plomber qui est ses pas finances du et son avenir. voilà, à ce niveau de construction, pour moi, il n'y a aucune raison de faire ça, en fait. Oui. Étant donné que tes pics de draft, c'est quand même aujourd'hui un des éléments les plus qui ont le plus de valeur pour essayer de te construire ton avenir, et je vois pas pourquoi tu ferais le choix de plomber tes comptes et en plus de sacrifier des pics de draft pour un joueur qui ne correspond pas à quelque chose
Je vois pas où ça t'emmène en fait. Je vois pas quelle est l'ambition derrière tout ça, si ce n'est de se faire éliminer au deuxième tour, enfin en Oui, demi-finale de la conférence Est, tu oui, vois. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire? Je veux dire, et ça me paraît stupide. les assets qui sont proposés, la Quickly et Barrett, même si ils sont aussi, ils ont raté quelques matchs, ils vont entrer dans leur prime là. Et complètement, ouais. Donc tu vas t'enlever un ou deux joueurs que tu vas faire qui en plus sont là voilà depuis quelques temps, qui ont du vécu avec les autres membres de l'équipe, Scotty Barnes notamment. Donc tu vas les enlever pour avoir une pièce rajoutée comme ça qui est âgée, qui est souvent blessée. C'est encore une fois enrayer une mécanique de reconstruction à moyen terme pour, comme tu dis, un deuxième tour de playoff. Bon, alors, quelles sont les ambitions des Voilà, ouais. Raptors? Est-ce que c'est d'aller en playoff tout le monde? Bon, C'est ça, ouais. C'est trop bizarre, quoi. Alors vas-y, dis-moi l'équipe pour qui tu penses où la présence d'Anthony Davis pour toi serait la plus pertinente. alors moi, une équipe de l'Est, moi, je les verrais bien aux Bucks, en fait. Ah ouais. Voilà. Ah, je m'attendais pas à ça. Ah ouais, Vas-y, dis-moi, mais non, dis-moi. parce qu'on a beaucoup en ce moment de rumeurs autour de Giannis Ouais, Antetokounmpo. Et si au d'accord. contraire, alors on sait que la franchise a fait ce qu'elle peut dans le moyen, dans ses finances pour le conserver, pour l'entourer. C'est pas trop marché pour l'instant. Miles Turner qui a des stats en baisse. Bobby Portis aussi. Donc pour moi, pour l'attirer, pour le conserver à Milwaukee, ça pourrait être une réponse. On va dire, regarde ce qu'on a fait, on a cassé la tirelire, on a un All-Star, on a un All-NBA, on a quelqu'un qui a un excellent défenseur, peut-être pas aussi bon que Giannis, mais qui a cet état d'esprit défensif. Et ça permettrait de faire remonter et l'attaque et la défense et les rebonds et les contres. Là, les Bucks, là, j'ai regardé avant l'émission. Mhm. 20e attaque, 21e défense. Ils sont derniers de la ligue au rebond par match. Ils sont 30e. C'est dingue quand même quand tu penses. Ouais, complètement. 22e au contre. Et encore une fois, ça leur permettrait de tenir tête à Miami, à New York, au secteur intérieur des Pistons aussi, et de les faire remonter dans le classement. Là. Rien que ça, tout de suite. Ils sont 10e en ce moment. Donc pour moi, une façon de remonter dans tous ces classements et de conserver, et en tout cas que Giannis soit content, soit heureux de rester un petit peu plus longtemps aux Bucks, et au moins pour cette saison, de couper court aux rumeurs de transfert, de satisfaire leur star. Ça pourrait être ça. Niveau masse salariale, ils sont comme Détroit, ils sont assez bas, hein, ils ont la 27e masse salariale de la NBA, 148 millions de dollars. Donc pour le coup, c'est pourrait être un moyen, voilà, de conserver Giannis, ou en tout cas de le garder dans un bon état d'esprit. Je suis d'accord sur le profil de l'équipe. Je rétorquerai cependant que les Bucks, ils ont quasiment aucun pic de draft. Je crois qu'ils ont que le pic de draft de 2031 ou celui de 2032, puisque tu n'as pas le droit de filer deux pics consécutifs. Mm. Donc, je pense pas que ça soit une offre qui contentera Dallas à ce niveau-là. Je pense que Dallas pourra trouver facilement une meilleure offre parce que forcément, ils vont vouloir recouper des pics. Oui. Je pense que c'est ce qui les intéresse le plus dans l'histoire. Donc je dirais ça, et le fit entre Antetokounmpo et Anthony Davis, voilà, j'aurais des doutes, quoi. Mm. Pareil, comme pour Duren aux Pistons, il y a pas d'espace, quoi. Enfin, Il n'y a pas d'espace après. ça va bouffer de l'espace dans la raquette et ça va créer d'autres problèmes, en fait. Je, Oui, oui, ça va dépeupler aussi les ailes. C'est vrai Et que puis ça dépend qui part dans le deal, parce que mm, je sais pas qui est-ce que tu peux transférer d'un coup d'un seul, quoi. Mais il faudrait que je regarde. Mais mais ouais, pourquoi pas, ouais, moi, ouais. En tout cas, c'est ce en termes de. qui m'attire, voilà, Ouais, et sachant qu'aussi Janis, c'est ce qu'il faut faire comme sacrifice pour gagner, sachant que son état de santé est pas le meilleur de sa carrière, prête à faire des sacrifices aussi niveau balle, niveau rendement, pour partager la gonfle avec Anthony Davis. Moi, voilà, ça me fait penser à un gros secteur intérieur bien solide, capable de s'écarter. Giannis, on sait qu'il peut aussi jouer en partant de l'aile, tu vois. Donc, voilà, moi, ça m'attire, en tout cas. ouais, ouais. Écoute, on verra bien. Pour moi, la meilleure destination pour Anthony Davis, ça serait les Warriors, très clairement. Je sais que les Kings et les Bulls aussi se disent ont été
présentés comme deux équipes très intéressées. Bon, là, tu joues pas grand-chose. Et pour le coup, venant des front office, des Kings et des Bulls, ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent tout pour faire venir Anthony Davis en pensant que c'est une bonne décision. Mais tout ça pour rien jouer. Mais passons. Pour le coup, les Warriors, pour moi, c'est une situation idéale. Alors, ça demanderait quand même quelques il va falloir dégraisser ça très compliquées ouais. côté Warriors. Ça voudrait dire potentiellement donc se séparer de Jonathan Kuminga. Alors là, Bon, tout le monde dit oui du oui. côté des Warriors. Ouais. Yes, bien sûr que oui, on veut se séparer de Jonathan Kuminga. Mais si tu mets Kuminga pour faire matcher les salaires, il faut que tu vires également Draymond Green. Et là, pour le coup, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, sûrement un autre gars, parce que Draymond Green, c'est 26 millions. Kuminga, c'est 22 millions 5. Il sera donc éligible le 15 décembre à être transféré. Donc, ça fait 47, mais je pense qu'ils sont dans un point... Vu dans la situation financière dans laquelle se trouvent ces deux clubs, enfin ces deux franchises, ils vont devoir. Je pense qu'il faudra rajouter Buddy Hield, un truc comme ça dans l'histoire. Là, ils sont très près du second apron. Là, ils sont voilà. à 207,8 et là les Warriors sont à 207 000 quoi. Donc ils peuvent pas. Ils sont déjà extrêmement tenus à des exigences en termes pour faire matcher les salaires et ainsi de suite. Autre solution qui s'offrirait aux Warriors dans ce cas-là, c'est d'envoyer Jimmy Butler, qui lui, pour le coup, a son salaire qui correspond exactement à celui d'Anthony Davis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire de fioritures. Il y a à quelques millions près, je crois qu'il y a 2 millions de différence entre les deux, un truc comme ça. Attends, là, je vais regarder vite fait. Jimmy Butler, c'est 54, un peu plus de 54 millions, et Anthony Davis, c'est quasiment le même salaire. Donc voilà. Donc je me dis que pourquoi pas, quoi. Ouais, après, est-ce qu'on ne retomberait pas dans une décision un peu à la Clippers en se séparant d'une partie de l'âme des Warriors champions? S'il vire Jimmy Butler, moi je pense pas. Si c'est Draymond Green, je pense. Si c'est Draymond Green, oui. Et si c'est Butler, après il y a eu comme un bon fit, on le voit depuis une saison et demie. Ils s'entendent bien. Ce Big Three de vétérans s'entend bien. Moi je pense que ça va. Moi très sincèrement, je pense que ça va nulle part. Cette équipe ne va nulle part en l'état actuel des choses. Très sincèrement, je vois pas comment ça joue. Ils sont trop petits. Ils se font bouffer à l'intérieur. Et pour le coup, Anthony Davis, pour moi, résoudrait beaucoup de leurs problèmes. Et si tu as une raquette Draymond Green, Anthony Davis, alors là, pareil, tu as des problèmes de spacing, mais pour le coup, Draymond Green, lui, n'est pas un joueur qui a besoin d'attaquer. Enfin, il n'est pas là pour ça. Il est là, lui, pour faire des passes et pour fluidifier l'attaque. Oui, tout à fait. Il peut se passer d'attaque. Il peut se passer voilà, donc grosso modo, tu te sépares de Butler, tu te sépares de pick de draft, et tu récupères un joueur qui coche exactement tous tes besoins, quoi. Alors après, c'est un vrai pari, c'est-à-dire que tu dois absolument croiser les doigts en espérant que le gars se blesse pas. Mais pour le coup, je pense qu'il n'y a qu'une équipe de vétérans style les Warriors qui ont un intérêt à prendre un mec comme Anthony Davis. Et pour moi, les Warriors, t'as Stephen Curry, t'as Draymond Green. Pour un dernier coup dans la conférence Ouest, tu tentes le coup Anthony Davis. Pour moi, ça serait l'ultime. Là, à l'heure actuelle, je pense que les Warriors ne vont nulle part et que pareil, c'est parti pour une sortie au premier tour ou au second tour. Dans le meilleur des cas. Le risque que ça soit exactement pareil avec Anthony Davis est assez élevé aussi. Parce que c'est ce qu'on avait dit avec Butler. Pour un dernier run, aller un dernier coup, un dernier barreau d'honneur. C'est pour ça que Butler... C'est ce genre d'espoir que Butler a levé en arrivant chez les Warriors. Et je pense qu'on remplace, tu vois, le même genre d'espoir avec Anthony Davis. Niveau blessure également, son état de santé, on le connaît. Donc, pour le coup, c'est vrai que niveau espoir sportif, on va dire, ils sont similaires pour moi. Pour le coup, fit également, car Green et Stephen Curry sont assez intelligents pour intégrer au NBA comme Davis, donc ça, pour moi, c'est pareil. Effectivement, au niveau intérieur, ça serait plus complémentaire que le fit Jimmy Butler pour renforcer un secteur intérieur quasiment inexistant. En fait, et si tu ne perds que Butler et des pics de draft, tu gardes
quelque part ta profondeur de banc. Tu t'as sacrifié qu'un joueur pour un autre joueur. Euh, Oui, niveau scoring, tu ramènes 19-20 points pareil. voilà, Donc, et tu renforces considérablement ton secteur intérieur. Dallas, il récupère un joueur en Jimmy Butler qui sera expirant la saison prochaine. Donc, oui, donc grosso modo, tu récupères les pics de draft que tu avais envie d'avoir et, euh, et tu récupères un joueur qui, de toute façon, va disparaître de tes comptes. Potentiellement, l'année prochaine, tu pourras le transférer ou il disparaîtra de ton salary cap dans une année. De toute façon, Dallas, aujourd'hui, ils sont dans une totale reconstruction. Moi, je dis que c'est peut-être la meilleure solution. Est-ce que tu as une autre équipe que tu vois ou pas? après, il y a pas mal d'équipes, un peu des équipes de milieu de tableau, comme on parlait tout à l'heure pour Chris Paul, tu vois, tu as parlé des Kings par Là où ça ferait exemple. une vraie différence, quoi. Ouais, là pour moi, ça ferait une vraie différence. Ouais, sur des équipes comme ça qui végètent un peu dans le play-in actuellement, qui sont pas, comme tu dis, qui vont peut-être faire un tour de play-off ou deux, je vais encore. Ouais. Ouais, tu vois, t'as des Kings par exemple. T'as des équipes comme ça, les Grizzlies. Encore quelques Ouais, mais ça, équipes, il y a je du, voilà, pense pas que ça fasse quoi que ce soit, effectivement. Ouais, ça va pas très loin. mais non, ouais, ça va être des équipes comme ça qui vont la récupérer, qui ont aussi des équipes qui vont avoir de la flexibilité. Hein. Là, en fin de tableau, t'as du Utah, du Charlotte, et des équipes comme ça. Mais est-ce que Davis va être content d'aller là-bas? Est-ce qu'il va pas se mettre sur la touche comme sur la fin de son aventure chez les Pelicans en attendant la fin de la saison pour se faire transférer? Il y a de grandes chances aussi qu'il se mette en indisponibilité rapidement si la destination ne lui plaît pas. Complètement. Oui, oui, je pense qu'effectivement, il y a un moment où Davis va avoir aussi son mot à dire parce qu'il va être en renégociation. Ils peuvent aussi transférer. Il y a aussi les Suns qui pourraient rentrer dans le jeu. Jalen Green et Dylan Brooks. En termes de salaire, ça marche. Et ils ont des pics de draft très intéressants, les Suns. Donc, pourquoi pas. Ouais, après les Suns sont aussi sont pas trop mal. Là, ils sont septième en Ouais, ce ouais, ouais, moment, ils dans le sont devant les Warriors, positif. hein. Donc ouais, voilà. On verra ce que ça donnera, Hum, hum, mais, hum. mais très sincèrement, voilà. Les Warriors, c'est un truc qui m'intéresserait. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, là, les Hawks, les Pistons, tout ça, non, non, je refuse. Allez, les Warriors pour le réalisme et puis les Bucks pour le rêve, quoi. Exactement. C'est vrai qu'une raquette Antetokounmpo, Anthony Davis, Ah ouais, ça ça serait, peut, ça peut faire mal. T'as de quoi avoir des cauchemars avant de jouer le match, quoi. c'est clair. On va terminer le podcast avec un petit clin d'œil aux frères Spencer. Fin octobre, on avait vu les deux frères Pat et Cam se faire face lors d'une action dans la rencontre opposant les Warriors aux Grizzlies. On se souvient, enfin pour ceux qui avaient vu le match, Stephen Curry qui s'était tout excité sur le banc parce que justement, enfin tout le monde d'ailleurs était là, waouh, incroyable. Et je crois pas que ces deux joueurs-là ont été vus autre chose que comme des role players, et c'est ce qu'ils sont. Hein. Tout à Ils fait. ont tous les deux un parcours assez singulier. Mais depuis quelques matchs, en fait, je voulais parler d'eux parce que depuis quelques matchs, ils sont tous les deux à un peu plus de 25 minutes en moyenne jouée. Ils ont des stats un peu similaires avec des réussites au tir. Ils sont à plus de 16 points en moyenne avec des pourcentages assez fous. Un vrai apport sur le terrain. Et je trouve ça assez génial parce que j'avais déjà parlé de Cam Spencer, oui, non, de Pat Spencer dans le Pat, podcast. le moustachu. Ouais, le moustachu. J'avais déjà parlé de lui dans le podcast parce que lui, c'était un joueur de lacrosse qui aurait pu faire une Ouais. carrière professionnelle et qui a décidé Ouais. de jouer au basket. Et donc, Un il des s'est meilleurs lancé. joueurs de la crosse apparemment de l'histoire Exactement, du ouais. sport. Ça c'est fou. Ouais, ça, Et c'est le fou. gars a dit non, je vais jouer au basket, je vais aller en NBA, quoi. En même temps, je pense qu'il y a peut-être plus d'argent à se faire là-dedans Oui, que, ouais. que, que dans son autre sport. Et je trouvais ça assez dingue. Mais là, je t'avouerais que je suis agréablement surpris par cette série en cours de ces deux joueurs-là. Et je trouve ça extrêmement fun à regarder. Mais, Je l'avoue. mais tout à fait. En plus, alors moi j'adore sur ces deux joueurs. Ils ont un physique, on va dire plutôt banal, quoi. Ouais, 1m90, 90 kilos, je crois qu'ils font quasiment les mêmes poids, même taille. ouais, ouais. T'as l'impression que c'est Euh, des c'est, jumeaux presque. ouais, c'est pas flashy, mais ils ont tiré le maximum des opportunités qui sont présentées à eux.
et ils ont une super énergie en Ouais, sortie de banc. Moi, ils me font beaucoup penser dans l'aura, c'est à TJ McConnell, tu vois. ouais, complètement, complètement, tout à fait. Pat Connaughton, des joueurs comme ça, qui ont pas un physique, même Peyton Pritchard à la rigueur, tu Mhm. vois, sur certains aspects. Tu dis ces mecs-là, ils sont prenables, ils ressemblent à rien et tout, mais en fait, ce sont des excellents joueurs de basket, quoi. Ils ont une grande C'est- intelligence de jeu, en fait. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils jouent dans leur domaine de compétence. C'est-à-dire qu'ils n'essayent pas d'en faire trop. Ils se prennent pas pour ce qu'ils ne sont pas. Ils restent dans leur Exactement. rôle et ils jouent extrêmement bien leur rôle une fois qu'ils ont eu l'opportunité de le faire. Et je trouve ça génial comme histoire. Ouais, c'est hyper rafraîchissant et de voir aussi que des joueurs, à force de travail Ouais, et de talent un petit peu, mais beaucoup de travail et de savoir être prêt quand le coach demande. C'est l'histoire de l'NBA. On voit énormément de c'est ça. témoignages de joueurs qui disent il faut être prêt dès que le coach vous appelle à sortir du banc et être performant tout de suite, quoi, être en mode micro-ondes et donner le meilleur de soi-même tout de suite, tout de suite. Pense à Jeremy Lin aussi, tu vois, qui est un Complètement. petit Très peu bon exemple. qui est l'histoire le plus connu de ce genre de joueur qui était un petit peu dans les bas-fonds, des joueurs qui sont en two-way contracts ou qui ont été draftés très très bas, il était 53e choix comme Spencer à Memphis. Et alors, il a su tirer parti des opportunités, les blessures comme pour son frère Pat aux Mhm. Warriors d'ailleurs. Et du coup, ouais, je trouve ça vachement rafraîchissant, authentique en fait, tu vois, Ouais. de voir des joueurs qui, comme tu le dis, ne vont pas se mettre à faire que de l'isolation et aller rouler des mécaniques, même s'il y a un petit peu de trash talk là de Pat Spencer, c'est assez rigolo Non, mais c'est très de le drôle. voir de le voir un petit peu comme ça et de voir des gars comme Stephen Curry qui sont à fond pour ces gens-là, qui je pense ils ont des stars ont beaucoup de respect pour ce genre de joueurs plutôt que sur leur homologue au LNBA par exemple. Enfin, tu vois, de voir des joueurs qui s'arrachent comme ça et qui en leur absence arrivent à porter leur équipe. Ouais, c'est vraiment hyper rafraîchissant et c'est des belles histoires qui nous font aimer la NBA. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je te raconte pas les dîners familiaux chez les Spencer, comment ça doit être. Enfin, je veux dire, t'arrives quand même à placer deux de tes enfants en NBA, ce qui est quand même, quand tu vois le pourcentage de joueurs de basket, je ne parle même pas de la population, Mm, le pourcentage mm, de joueurs de basket qui arrivent à rentrer en NBA, et t'as deux frangins comme ça voilà, qui payent pas de oui, mine, qui sont dans la ligue, qui ont un rôle qui est ce qu'il est, mais pour l'instant, ils sont plutôt en train de se faire une place, j'ai l'impression, dans leur effectif respectif. Et je trouve ça super. mm. Et voilà, et plus on se renseigne sur leur histoire, franchement, je vous invite à vous renseigner un petit peu sur leur vie, sur leur parcours. C'est assez mortel, quoi. Ouais, c'est vraiment un peu la success story à l'américaine, c'est un peu galvaudé, C'est voilà, de ça. dire ça, mais Pat Spencer, il approche la trentaine, Ouais. hein, son frère a 25 ans, et il était, voilà, Pat Spencer, lui, qui était pas forcément un joueur de basket à la base, mais qui dit, allez, tiens, je vais plutôt partir dans le basket. Enfin, je trouve ça vraiment sensationnel. Alors, j'ai vu l'interview il y a pas très longtemps où on lui parlait justement de son Ouais. passé de joueur de lacrosse, là, qui est un sport vraiment méconnu en France, mais qui lui a apporté beaucoup. Il dit quand, de toute façon, quand on est sportif multidiscipline, Mhm. ça va forcément transpirer d'une discipline à l'autre. En fait, il dit voilà, la crosse, ça m'a permis à développer mon sens du jeu, ma vision, quand un coéquipier démarqué, à tirer les défenseurs à soi. C'est un peu voilà ce qui l'a permis aussi de développer son QI basket. Et non, ouais, vraiment, c'est très rafraîchissant. Ouais, j'adore. Pour les personnes qui sont intéressées, je crois qu'ils rejouent ensemble au mois de février. Alors attends, je vais trouver le calendrier. Je crois il y a un match dans la nuit du 9 au 10 février et dans le cours du mois de février, il y a une autre rencontre. Je pense que c'est à la fin du mois. Alors attendez, je vais vous trouver ça. Il y a deux fois un Memphis, voilà, là, et ça sera dans la nuit du 25 au 26, voilà. Où t'as, Juste après le All-Star. exactement. Donc, à regarder, à moins que Anthony Davis ait envoyé Cam Spencer ailleurs, mais à demain. Ouais, alors il y a une autre particularité avec Cam Spencer, là, j'ai regardé son contrat, Ah, donc il est Pat, en pardon, two-way Pat, contract. C'est Pat qui est Ouais. aux Warriors. Cam Voilà, qui et est aux Pat, donc Grizzlies. il joue avec les Santa Cruz Warriors, donc l'équipe de G-League, et il a un certain nombre de matchs. Il peut pas dépasser 50 matchs de saison Ouais, régulière c'est avec ça, les c'est Warriors, les hein. two-way, ouais. Voilà, et il n'a pas le droit de jouer de playoff. Donc, à moins qu'il convertisse son contrat comme l'année Tout à dernière, ce fait. qui avait été fait l'année dernière, bon, il va falloir profiter de Pat Spencer, hein, de ses petits coups de chaud. Et Ouais, voilà. Donc, si vous aimez les joueurs, la TJ McConnell, Pat Connaughton, ces besogneux du banc c'est ça, exactement. Ouais. qui
copain physique à la Anthony Edwards, voilà. Et qui arrivent et qui mettent des points et des gros paniers, de la grosse défense. Donc voilà, on se En régale fait, ça avec. ressemble un peu à des potes que tu verrais jouer au NBA, tu vois. Tu peux Ouais, imaginer ça. voilà, Alors que pas tout du à tout, hein, les fait. gars, c'est juste des super méga stars. Tu les croiserais dans un gymnase, les mecs, ils te mettraient ils mettent la misère à 99,9% de la population, quoi. Très sincèrement. Merci Elvis de m'avoir accompagné, c'était cool. Merci beaucoup, Josh. Merci beaucoup à toi. C'est très sympa, Yes. ouais. Quand tu veux. Donc voilà, on rappelle hein, les deux bouquins NBA 80 ans, l'histoire définitive, qui est déjà qui est déjà en librairie. Également NBA 2026, les 50 stars. Également disponible. Voilà, très beau cadeau de Noël à faire. Elvis, on se retrouvera bientôt, une prochaine fois. Ça marche, avec plaisir. Yes. Et puis, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast NBA Corner. D'ici là, passez une très bonne journée, un excellent week-end. Ciao, bye bye.